Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Alors, on va démarrer ce webinaire d'ici quelques minutes. On attend juste au début de la diffusion. Il y a toujours un temps de latence entre le moment où on démarre la diffusion et le moment où les différents participants arrivent. Donc, écoutez, ce qu'on va pouvoir faire, à la limite, Samy et Alexandre, si ça vous va, c'est simplement un petit tour de table pour pouvoir se présenter. Et puis après, on reprendra cela dans quelques minutes, le temps que les gens arrivent. Donc, peut-être je vais laisser la parole à mes collègues très rapidement. Peut-être Alexandre, Merci par Xavier, exemple. je veux bien prendre le relais. Ah, je t'en prie Alexandre. Bon, allez, c'est Xavier qui décide. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Alexandre Vaudrey, je suis enseignant-chercheur au pôle énergétique de l'ECAM Lyon. Donc, je travaille depuis pas mal d'années dans le domaine de l'énergie. J'ai travaillé sur plein de sujets différents. J'ai travaillé il y a quelques années dans le domaine des piles à combustible. J'ai même soutenu une thèse de doctorat sur le sujet. Et puis, depuis que je suis à l'ECAM, j'ai eu à traiter plein de projets de R&D sur plein de sujets énergétiques. Donc, l'énergie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis, j'enseigne aussi pas mal. Il y a une grande fraction de mes enseignements à l'ECAM qui sont dédiés aux problématiques énergétiques. Et dans le cadre de ce master spécialisé, je suis plutôt chargé de la définition du contenu scientifique des enseignements côté ECAM. Merci. Je veux bien prendre le relais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Samy Mograni, moi, effectivement, toujours au sein de l'ECAMION. Je dirige les programmes master spécialisés et plus précisément le master spécialisé manager d'amélioration continue, ou plutôt sur l'architecture pédagogique. Mon rôle est plutôt une casquette d'architecture pédagogique et d'accompagnement à la mise en œuvre de ce master spécialisé, avec évidemment Alexandre sur la notion scientifique et également Xavier et Olivier sur la partie EM Lyon. Oui, très bien, effectivement. Alors, on démarre doucement ce webinaire. D'ici 1 ou 2 minutes, on va pouvoir démarrer. Xavier Blo, en attendant, je me présente. Alors, Xavier Blo, c'est celui qui n'a la caméra qui ne marche pas. Mais vous pouvez très bien voir des photos de moi peut-être sur LinkedIn si vous êtes vraiment curieux. Donc, je suis côté EM Lyon. Je suis tout à la fois enseignant sur les stratégies d'adaptation au changement climatique, co-responsable de ce master sur le management de la transition énergétique, et je suis également entrepreneur, consultant et conseiller notamment de communes sur leur, on va dire, stratégie de transition énergétique. C'est quelque chose que je vis un petit peu à titre personnel également avec différents cas d'études dans les territoires et qui permettent d'alimenter une certaine réflexion et connaissance sur le terrain de la transition énergétique côté public et côté privé. Donc, écoutez, je vois que le nombre de participants augmente tranquillement et doucement. Peut-être avant de débuter la présentation, je pense qu'on aura, Samy et Alexandre, l'occasion de se représenter après, peut-être, mais pour les nouveaux participants. Ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être une demi-heure à peu près de présentation sur tout à la fois le contexte des métiers de la transition énergétique, et également, là, on va vraiment rentrer dans les détails du nouveau programme qui se monte conjointement entre l'ECAM Lyon, école d'ingénieurs, et l'EM Lyon, et une école de management. Et à la suite de ces 30 minutes, on aura l'opportunité de discuter avec vous et de répondre à vos discussions durant à peu près 1 heure. Sur différents sujets qui concernent tout à la fois les débouchés, les métiers en général, le secteur de la transition énergétique, et plus précisément sur certains éléments de programme sur lesquels vous souhaitiez revenir ou avoir quelques compléments. On sera disponible en tout et pour tout pour à peu près 1 heure et demie, et donc à peu près jusqu'à 19h30. Voilà, je pense on va atteindre à peu près une quinzaine, vingtaine. On va peut-être démarrer avec donc une diffusion, puis on aura l'occasion de se représenter durant la présentation. Donc, je vais diffuser mon écran. Ça va être sur… alors, attendez. Voilà.
Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Samy, Alexandre, est-ce que vous le Ouais, A voyez? priori, c'est le cas. c'est Oui. bon pour moi. En grand écran, la présentation qui est affichée? Oui. Ouais. Oui, parfait. Dernier complément vis-à-vis des participants, vous avez la possibilité de… Alors, attendez, je vais passer sur Zoom. Bon, vous avez une interface pour poser des questions. Alors, on est en petit nombre, donc on aura l'occasion d'échanger directement à la suite et de discuter avec vous. Mais si durant la présentation, vous avez déjà des remarques ou des questions, vous pouvez directement les poser sur l'interface de questions-réponses Q et R. Ça sera beaucoup plus facile après pour nous pour récolter la liste des questions. Voilà, alors on va débuter. Comme je l'ai dit, les deux grands pans aujourd'hui, c'est de parler des métiers de la transition énergétique et plus précisément du programme du nouveau master spécialisé sur les managements de la transition énergétique. Donc on va avoir l'occasion de se représenter. Une quatrième personne, malheureusement, mais pas présente aujourd'hui, Olivier Catera, qui est directeur académique du master et également de tous les masters de l'EM Lyon, qui est par ailleurs professeur de stratégie et d'innovation à l'EM Lyon, avec également une forte composante énergétique. À titre personnel, Xavier Blot, vous avez cette petite photo de geek sur la gauche. Donc, vous voyez à peu près à quoi je ressemble. Je suis donc enseignant sur certains aspects de changement climatique et de la transition énergétique et co-responsable du master et par ailleurs entrepreneur sur le terrain et sur la transition énergétique des territoires. Et à ma droite, côté ECAM, je relaisse Samy et Alexandre s'introduire. Donc, Samy Mograni, donc directeur des programmes master spécialisés au sein des camions, donc camions, école généraliste d'ingénieurs, basé au centre de Lyon. Et Alexandre Vaudrey, je suis enseignant-chercheur au pôle énergétique de l'ECAM Lyon et j'enseigne dans cette école pas mal de matières qui tournent autour de l'énergie, à la fois du point de vue fondamental et du point de vue appliqué. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole peut-être à Alexandre pour la suite. Alors justement, ouais, parlons-en d'énergie, c'est le but. Tu peux dérouler tout le transparent, hein, Très bien, pour que ça ce sera plus soit simple. balance tout d'un coup, ça sera plus simple. Donc quelques éléments de contexte, mais c'est vraiment des éléments parce que l'idée c'est pas d'y passer des heures et puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez clair pour tout le monde, en tout cas je l'espère. Le contexte énergétique, quelle que soit la nature des débats qu'on peut avoir en France, c'est le problème essentiel des énergies fossiles, hein. Encore l'année dernière, on avait à l'échelle mondiale à peu près 85% de notre consommation d'énergie qui était tirée des ressources fossiles, qui sont des hydrocarbures, qui donc après combustion produisent des gaz à effet de serre, après ou avant, hein, ça dépend des cas, mais en tout cas on produit des gaz à effet de serre, dont le CO2 est le plus connu, indéniablement, et ces gaz à effet de serre participent à dérégler le climat, à augmenter la température, avec des conséquences qui nous font peur à juste raison. Et donc du coup, l'idée évidemment, c'est d'arriver à changer nos modes de consommation, nos modes de production d'énergie, pour aller vers une situation qui soit beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus durable sur le long terme, notamment vis-à-vis de l'utilisation de ces carburants carbonés. Hop. Alors, Un petit retour sur le sommaire de cette présentation. Comme Xavier vous l'indiquait, elle va se jouer en deux grands temps. Un temps, on va être plutôt sur une phase de présentation à travers les slides qui vous sont diffusés par Xavier. Et un deuxième temps qui sera plutôt un temps dédié aux questions et aux réponses. Donc, au sommaire de cette présentation, donc un premier focus sur le secteur de l'énergie en chiffres. Ensuite, on aura un point sur l'impact de la transition énergétique sur les métiers, avec un focus sur trois métiers d'avenir en lien avec la transition énergétique. Ensuite viendra, je dirais, une précision un peu plus importante sur ces nouvelles compétences développées à travers la transition énergétique. Et on terminera par, comme Xavier vous l'indiquait, une présentation du master spécialisé management de la transition énergétique et ses spécificités en termes de programme. Et on terminera par une session un peu plus large de questions-réponses.
Très bien. Alors, moi, je vais vous faire un bref topo au sujet des métiers historiques de l'énergie, vu qu'on va voir qu'il y a certaines tendances structurantes vis-à-vis de la transition énergétique sur lesquelles il faut s'inscrire, sur lesquelles les organisations, toutes les organisations doivent s'inscrire. Mais il faut bien établir un petit peu la référence, le point de départ, qui est celui du secteur de l'énergie, qu'on prenait comme un secteur un petit peu isolé au départ et qui, encore aujourd'hui, représente à peu près un peu plus de 200 000 emplois pour 26 000 entreprises en France. Ce secteur, il a vraiment certaines spécificités, avec notamment des métiers qui sont d'une part techniques, avec des ingénieurs, techniciens et chercheurs qui représentent quand même une part importante de ces emplois, marché, avec, on va dire, la capacité d'inscrire cette énergie dans des transactions et différents échanges, et business pour valoriser, on va dire, cette énergie auprès d'autres entreprises. Donc, on a toute une chaîne de valeur qui va de la production jusqu'à la distribution de l'énergie en passant par les transports. Alors, évidemment, en France, on a quelques noms qui reviennent un petit peu en tête, que ce soit des grands groupes tels que Total, Orano, qui est en fait l'ex-Areva spécialisé dans le nucléaire, EDF ou Engie, avec une variété de systèmes énergétiques. J'en ai cité certains comme le nucléaire, mais également sur des systèmes hydrauliques, les réseaux électriques, de gaz, des plateformes pétrolières, etc., etc. Sachant qu'en France, on se positionne quand même sur un mix qui est quasiment, qui est extrêmement décarboné, justement avec la prédominance du nucléaire. Pour amener quelques autres éléments de contexte, l'objectif dans la transition énergétique, il est bien de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alexandre en a parlé brièvement au départ, c'est vraiment le fil conducteur et l'un des objectifs et l'objectif majeur, notamment de ce master, former des gens qui sont des managers, des ambassadeurs pour pouvoir nous permettre de transiter vers une société et des modes d'action et de production bas carbone. Donc, il y a deux volets qui sont un petit peu à prendre en compte dans cette transition énergétique. Il y a d'une part, s'interroger pour reconfigurer nos moyens de production. Alors, on en parle très, très souvent, passer par exemple, des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, augmenter donc cette part. Donc, ça dépend de différents contextes qui dépendent de différents territoires et moyens de production initiaux. En fonction de certains contextes, si on valorise les éoliens et les solaires, mais par exemple, il faudra se poser la question d'augmenter aussi les moyens de stockage pour rendre ces énergies pilotables ou compatibles avec nos réseaux énergétiques actuels. Mais attention, la transition énergétique, ce n'est pas que cela. On a tendance à focaliser les enjeux de la transition énergétique sur cela. En fait, c'est une erreur. Le deuxième pan, et en fait qui est presque le plus important, c'est de maîtriser, de s'interroger sur nos moyens, nos modes de consommation. C'est vraiment à partir de là où on va se poser la question, derrière l'aspect maîtriser nos modes de consommation, il y a deux choses. S'interroger sur nos modes d'agir, mais comment aujourd'hui nos systèmes économiques produisent et finalement, à partir de ça, être capable de réduire notre demande en énergie. Ça passe par l'augmentation de l'efficacité énergétique, mais ça passera aussi dans le futur par l'augmentation de la sobriété, c'est-à-dire une diminution ou une limitation de notre consommation énergétique pour être capable de répondre aux enjeux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette transition énergétique, elle se traduit en pratique par trois tendances, alors qui sont à la fois des causes et des conséquences. C'est un peu comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est des phénomènes qui sont relativement complexes. Du point de vue des ingénieurs, il y a évidemment une tendance qu'on pense mieux maîtriser. C'est celle qui est présentée ici à gauche, qui correspond à une tendance technologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à changer nos approvisionnements énergétiques du point de vue technique. Donc l'exemple qu'on a déjà vu, c'était celui des carburants fossiles, mais il y en a d'autres. On a cité un exemple juste en dessous qui concerne la production d'électricité nucléaire, notamment avec la gestion du cycle du combustible, mais on pourrait citer plein d'autres exemples comme ça qui font qu'on est obligé ou de suivre ou d'encadrer des mutations qui sont vraiment de nature
technologiques. Donc, comment est-ce qu'on gère les ressources, comment est-ce qu'on gère les conséquences des ressources. Et puis, parallèlement à ces tendances technologiques, il y a une autre tendance, donc c'est celle qui est présentée ici au milieu, qui en fait, on est un peu moins à l'aise en tant qu'ingénieur quand on parle de ça, mais on est quand même confronté à ça, c'est tout ce qui est lié à la réglementation. Parce que ce qui se passe, évidemment, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans un cadre réglementaire. Et le cadre réglementaire, il évolue, et heureusement, parce que pour le coup, c'est vraiment à ça que servent les politiques, à la fois au point de vue européen, national, et puis même des fois à des échelles un peu plus réduites. Et du coup, on peut penser évidemment au problème de quotas d'émissions de CO2 par les véhicules. On peut penser aussi à la réglementation thermique ou à la réglementation énergétique des bâtiments, qui a été modifiée il n'y a pas très très longtemps et qui va être en mise en place assez rapidement. On peut aussi penser, pourquoi pas, à la réglementation sur les fluides frigorigènes dans l'industrie frigorifique, ce genre de choses. Il y a plein de réglementations qui évoluent et du coup, ces réglementations sont très souvent le moteur de ces mutations technologiques, c'est-à-dire que parfois, on est un peu obligé de forcer la mutation par la réglementation en disant, ben voilà, à partir de maintenant, vous n'allez plus faire comme ça, vous allez faire un petit peu différemment parce que l'objectif, c'est de rendre l'ensemble de l'infrastructure un peu plus sobre et de produire un peu moins de gaz à effet de serre et un peu moins de carbone dans l'atmosphère. Et puis, il y a une troisième tendance qui est celle qui est affichée ici à droite. Alors là, pour le coup, pour la plupart des ingénieurs, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, ou alors il faut vraiment y avoir été confronté en pratique. C'est le problème de la réorganisation des infrastructures. C'est-à-dire que pendant très longtemps, d'autant plus en France, qui est un pays très centralisé, on avait, pas dire un monopole, mais on avait une gestion d'État de toutes les problématiques énergétiques. Donc on avait des grands réseaux EDF, on avait des grands réseaux de gaz. Tout ça alimentait l'ensemble du territoire. Et ça, c'est en train de changer sous l'action d'acteurs. Donc, on a des acteurs locaux, on a des territoires, on a des villes, on a des agglomérations, même des communes des fois plus petites. On peut aussi avoir des associations. Donc, il y a tout un paquet de nouvelles structures qui se créent et qui viennent intervenir à la fois dans la gestion, dans l'investissement dans les réseaux. Et du coup, bah, ça change évidemment le modèle économique. Ça peut aussi changer le modèle de gouvernance, parce que maintenant, comment est-ce qu'on prend les décisions? Est-ce qu'une instance centralisée est vraiment légitime pour arriver à décider sur tous ces problèmes-là? Et du coup, ça change pas mal de choses. Et la vision qu'on veut proposer dans le cadre de ce master, c'est une vision qui est vraiment transversale, qui prend tous ces aspects-là en compte. C'est-à-dire à la fois l'aspect qui peut sembler évident à peu près à tout le monde, qui est vraiment l'aspect technique, l'aspect ressources, l'aspect physique, mais aussi toute la partie réglementation et puis aussi la partie contact avec la société. Parce que c'est vraiment ça qui fera que les gens seront efficaces, qui seront vraiment au point sur ces aspects de transition énergétique. La transition énergétique, elle n'est pas que économique, elle n'est pas que réglementaire, elle n'est pas que technique, c'est toujours un mélange des trois, d'où la nécessité comme ça d'avoir à la fois des gens avec des cultures et avec des formations initiales variées, et puis aussi d'avoir un enseignement qui soit lui aussi tout aussi transverse que les problématiques sur lesquelles on va travailler. Alors, on poursuit. Merci Alexandre. On poursuit effectivement sur la suite avec l'impact de cette tendance structurante sur le marché de l'emploi. Nous, on voit trois types de niveaux. L'impact sur d'abord les emplois directs. C'est ceux que je vous ai cités précédemment, justement, sur ce secteur historique de l'énergie, qui, lui, est obligé de se transformer. Il est obligé de se transformer. Pourquoi? Comment? Parce que, comme l'a dit Alexandre, c'est qu'il y a un ensemble de cadres réglementaires, de processus de transformation qui se passent à différentes échelles et de fusion aussi d'aspects techniques, économiques, réglementaires, sociaux parfois, qui doivent être pris en compte par les entreprises historiques de l'énergie. Alors là, je l'ai dit, il y a de plus en plus le développement de projets locaux d'ENR, donc énergie renouvelable, en prenant en compte différents cadres techniques, économiques et réglementaires. On est en train de désiloter absolument ces différentes composantes pour pouvoir mener à bien les projets. L'autre aspect qui est évidemment lié, c'est le fait que quand on prend, par exemple, sur une grande centrale solaire, on doit prendre en compte différents contextes à différents niveaux. Contexte national, d'une réglementation nationale et également locale. Là, j'ai pris quelques exemples, celui de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le cap qui va être fixé sur la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années. Eh bien, ce cap-là a des déclinaisons locales avec des spécificités locales, comme le schéma directeur des énergies, qui lui est établi au niveau de métropole. Et chaque métropole va avoir certains enjeux spécifiques. Et il faudra être capable de prendre en compte ces enjeux entre des acteurs publics et privés pour mener à bien des projets qui ont du sens, qui croisent différentes compétences, qui croisent différents acteurs, qui croisent différents secteurs. Euh, L'autre point, et ça développe encore ces différentes idées, c'est ce qu'on appelle les emplois indirects, qui sont liés, on va dire, à la valorisation des services autour
autour de ce premier bloc cœur énergétique. Donc, c'est là, petit à petit, on est en train de sortir du cadre historique, enfin, du cadre des acteurs historiques. Et ce qu'on observe, c'est qu'on se concentre de plus en plus vers les aspects de efficacité énergétique, de consommation énergétique. Je vous en ai parlé. La transition énergétique, ce n'est pas que se poser la question de la production, mais c'est également se poser la question de la consommation. Et de plus en plus, eh bien, finalement, on fusionne les deux et on pense les deux d'une manière cohérente. Par exemple, vis-à-vis d'un industriel. Si on installe des panneaux solaires sur son bâtiment, eh bien, il faudra d'abord se poser la question de quelle consommation il a, comment on peut réduire cette consommation. Et après, pour ce qu'on n'a pas réussi à faire disparaître, il y aura toujours quand même une consommation de certains processus industriels, eh bien, on va l'équilibrer, la compenser avec, par exemple, une production de panneaux solaires locale qui sera sur le même bâtiment. Et là, on aura vraiment un projet qui sera cohérent et qui prendra tout son sens avec, d'une part, s'interroger sur la consommation à un instant T et d'autre part, bien transiter le mode de production vers une énergie verte. Et enfin, l'autre point, comme l'a dit Alexandre, c'est donc ces aspects de territoire, ces aspects un peu plus locaux, ils sont assistés aussi grâce à des outils numériques qui, au-delà en fait de certains outils, permettent de démultiplier pour des futurs managers, de démultiplier les offres, être capable de suivre plusieurs sites en même temps, être capable de diagnostiquer certaines de mes performances thermiques. Eh bien, c'est vraiment facilité aujourd'hui par un ensemble d'outils numériques. On pourra en parler peut-être dans les questions si vous en avez à ce sujet. Et le dernier point, qui est vraiment très important, surtout à la fois dans la philosophie de ce master et plus généralement, mais dans les métiers de la transition énergétique, c'est qu'on observe, quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que l'énergie sort de son cercle historique. Je vous ai parlé longuement de ces emplois directs du secteur historique de l'énergie. Et bien, finalement, le sujet énergie sort vraiment de ce premier cercle et va investir les différentes organisations. Parce que toutes les organisations ont ou auront besoin de se poser la question vis-à-vis de leur consommation énergétique, vis-à-vis de leur processus et de leur manière de faire, comment faire attention dans une société bas carbone qui doit être viable pour notre planète. Et rien qu'aujourd'hui, l'ADEME estime qu'il y a déjà près de 4 millions d'emplois qui intègrent les enjeux énergétiques et environnementaux dans leur activité. 14% des emplois en France, c'est majeur et ça ne va faire qu'augmenter. Là, très rapidement, on pourrait parler de certains secteurs qui se distinguent. Évidemment, le secteur des transports, qui est un secteur absolument transverse, où vous poserez la question de, si vous devez passer de voitures thermiques à des voitures électriques ou des transports hydrogène, ou alors d'autres types de transports bas carbone via un système de mobilité douce. C'est également un secteur qui est vraiment à la croisée de différents acteurs, que ce soit les politiques et les villes, et également des acteurs de l'énergie, comme Engie, qui se positionne par rapport à la production d'hydrogène, et des acteurs historiques de la mobilité également. Le bâtiment, qui touche toutes les filières, et le secteur historique des énergies renouvelables. Un point là, et je vais aller vite, c'est que grosso modo, les emplois, donc les trois niveaux, enfin les deux premiers niveaux directs et indirects qui sont liés à la transition énergétique, aujourd'hui représentent un peu moins de 400 000 emplois en France et ont observé une croissance de près de 75% en 10 ans. Au-delà des chiffres, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une croissance qui est vraiment majeure sur 10 ans, parce que le marché de l'emploi en France n'a cru que de quelques pourcents sur la même période. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme extrêmement important. Donc, partant de ces différents constats, on a bien pris le temps de vous présenter le contexte et pour nous, des tendances structurantes qui ont déjà lieu à l'heure actuelle et qui vont se renforcer dans le futur. Il paraît évident qu'on a vraiment besoin, pour assister, supporter cette transition énergétique, pour l'amener plus loin, d'avoir de nouvelles compétences. On comprend bien qu'un des mots-clés, ça sera la transversalité, parce qu'il faut acquérir tout à la fois des connaissances techniques, économiques, maîtriser différents cadres
Alors là, on parle de cadres humains et sociaux, mais c'est également des cadres politiques, également économiques vis-à-vis de différentes structures, des entreprises, des collectivités territoriales, etc. Et être capable de faire dialoguer ces différents cadres entre eux et ces différents niveaux de connaissances. Donc, toutes les organisations vont en avoir besoin, que ce soit des grands groupes, aux startups innovantes, aux corps intermédiaires. Donc, les corps intermédiaires, ça peut être des syndicats, associations, quand on parle, mais par exemple, de communautés énergétiques avec des associations de riverains qui eux-mêmes installent différentes installations photovoltaïques. C'est en lien avec des entreprises du solaire, c'est en lien avec des collectivités, etc., etc. Alors, ouais, voilà. Alors, si on résume en quelques mots ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il n'y a pas une transition énergétique. Ce n'est pas un truc qu'on achète directement sur table et puis qu'on place pour résoudre un problème donné. Il y a des transitions énergétiques. Une infrastructure énergétique, c'est toujours un équilibre entre une demande et une offre. Et cette demande, elle va dépendre typiquement de la géographie du pays, elle va dépendre du niveau d'industrialisation, elle va dépendre de la densité de population. Les ressources aussi vont dépendre de la géographie. Est-ce que vous avez un pays avec typiquement des ressources pétrolières. Donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas trop à vous poser la question. Vous devriez, mais vous n'avez pas trop à vous poser la question dans un premier temps de savoir comment est-ce que vous allez les remplacer. Si vous avez des montagnes, vous avez de l'hydroélectricité, etc., etc. Tout ça pour dire qu'une transition énergétique, c'est forcément quelque chose de local. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire un copier-coller d'une transition énergétique qui s'est faite ailleurs pour la faire chez nous. Et du coup, la contrainte que ça implique lorsqu'on veut former des gens à cette transition énergétique, c'est qu'il faut qu'ils soient en contact avec les problématiques locales. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, dans le cadre de ce master spécialisé, on va faire intervenir des gens qui sont au contact de toutes ces problématiques-là en France. Donc, il y aura des industriels, il y aura des scientifiques, il y aura des politiques, il y aura des juristes, des gens qui connaissent véritablement le contexte et qui sont capables de brosser un portrait qui soit pertinent et qui soit efficace dans le cadre de la mise en place de cette transition énergétique et dans le cadre du travail pour arriver justement à mettre en place cette transition énergétique dans l'avenir. Donc, fort de ce constat là, développé par Alexandre et Xavier, et avec la volonté de pouvoir former des futurs acteurs du changement dans la transition énergétique, donc les Camions et le M Lyon sont réunis, sont associés pour créer ce nouveau master spécialisé en innovant avec cette hybridation d'approche. Donc, la volonté, c'était de créer ce master spécialisé avec une double orientation, un double cursus, à la fois technologique, avec cette orientation plutôt école d'ingénieur portée par les Camions, et un cursus plutôt orienté managérial qui est également porté de ce côté-là par le M Lyon. Donc, la volonté, c'est de développer les compétences transverses liées à la transition énergétique. Vous l'avez compris, c'est un mix de plusieurs compétences, plusieurs capacités, et une volonté forte de s'appuyer sur un apprentissage en mode projet. La volonté pour nous, c'est que vous puissiez être, dans le cadre du master spécialisé, en proximité du terrain, du réel, avec une forte orientation donnée avec le partenariat, avec les partenariats importants de diverses organisations, publiques ou privées. Que vous puissiez être, je dirais, dans le champ des possibles de la transition énergétique. Donc, ce master spécialisé, il se réalise en 10 mois de cours qui englobe justement cette notion de mission terrain sur lesquelles vous allez être en mise en pratique sur des thématiques développées et des problématiques qui seront proposées par des entreprises ou des organisations. Et ces 10 mois seront suivis par un stage à temps plein de 6 mois en entreprise. Donc, le master spécialisé a eu le plaisir de recevoir le prix de l'innovation par l'agence Eduniversal. Donc, c'est un premier élément de reconnaissance dans le cadre de la création de ce master spécialisé. Pour revenir un peu plus sur l'orientation et le contexte académique, donc le master spécialisé, comme je vous l'indiquais, il s'appuie sur la force d'une école d'ingénieurs, donc les Camions. C'est une formation pluridisciplinaire, plutôt arts et métiers, avec une expertise forte, je dirais, sur les métiers de l'énergie. Une expertise forte métier, mais également un lien fort également avec le tissu économique et les entreprises liées à l'énergie. Et de l'autre côté, la force de l'EM Lyon, école de management, avec cette approche, je dirais, d'entrepreneur pionnier, cette volonté d'être dans cette notion d'acteur du changement,
et évidemment la force de son réseau à travers les partenaires et également le réseau Alumni. Donc, pour en revenir un peu plus en détail sur le profil de la promotion qu'on vise sur cette première année de master spécialisé. Donc, ce master spécialisé, ça sera une formation initiale qui débute à partir du mois de septembre avec des frais de scolarité à hauteur de 20 000 euros. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une quarantaine d'apprenants, de mastériens sur cette première promotion, avec un recrutement qui est en entrée Bac+4, Bac+5. Ce qu'on souhaite dans ce recrutement, c'est d'avoir une synergie sur la typologie des profils à l'entrée, donc avec une volonté de conserver un équilibre entre les profils ingénieurs et les profils de formation divers et variés hors cursus ingénieur. Donc, l'objectif visé, c'est effectivement avoir des profils ingénieurs, 50% environ de la promotion, et des profils qui amèneront également d'autres éléments, d'autres compétences. Et l'enjeu pour nous, c'est de créer cette synergie. Donc, c'est un premier apprentissage. La composition de la promotion en elle-même est un premier apprentissage pédagogique. La volonté pour nous, c'est de créer la synergie entre ces différents publics. Alors, je vais enchaîner avec 3 objectifs pédagogiques majeurs qui un petit peu résument les différents éléments qui ont été présentés par Samy. Le premier, donc, et on va venir après dans les détails au niveau de la formation. Notre vision, c'est vraiment de former des gens qui deviennent experts, entre guillemets, des systèmes énergétiques. Cette vision système, elle est extrêmement importante. Tout à la fois au niveau des processus, avec une approche, par exemple, au niveau de l'éconception, de l'éco-conception ou ce qu'on appelle du lean grid, qui va venir réinterroger les différents processus pour produire un service ou un produit et qui va vraiment permettre aux apprenants de voir au niveau des différentes tâches et de l'infrastructure et de la chaîne de valeur d'une entreprise ou d'une organisation en général, comment on peut améliorer de manière vertueuse les différentes manières de faire. Quand on parle de système énergétique, on parle effectivement, Alexandre l'a dit très justement, par rapport à des spécificités au niveau local qui correspondent à un contexte particulier. De la même manière, vous pouvez très bien parler de systèmes photovoltaïques. Vous aurez à la fois des panneaux solaires, vous aurez une capacité à distribuer l'énergie, une capacité à la stocker, à la consommer. Voilà. L'idée, c'est de comprendre un petit peu ces différents éléments d'un point de vue technique, comment les uns dialoguent avec les autres et être capable de comprendre comment justement dimensionner ces infrastructures énergétiques à l'échelle de systèmes à ce niveau. Et c'est évidemment assisté avec différents outils, également des outils numériques qui seront également investigués et pris en main durant la formation. Le deuxième point, c'est savoir gérer de nouveaux types de projets. Ça, c'est vraiment un des points majeurs qui a été mis en avant sur les tendances structurantes, je vous l'ai dit précédemment, le fait qu'on a une hybridation de tous les sujets, des acteurs, des secteurs entre eux. C'est-à-dire que maintenant, vous ne pouvez plus penser l'énergie dans un coin, isolé d'enjeux d'autres acteurs. L'idée, c'est de pouvoir gérer ce qu'on appelle des multi-projets qui vont inclure en fait, par exemple, du photovoltaïque, des multi-énergies, pardon, qui vont inclure par exemple de la production photovoltaïque pour par exemple du stockage hydrogène qui interviendront après dans la mobilité. Le multi-secteur, par exemple l'agriculture, l'industrie, au niveau des terres agricoles, on pourra, il y a des enjeux de gestion, par exemple, mais des terres et d'installation de panneaux photovoltaïques, etc., etc. Et multi-acteurs, ça, on l'a dit suffisamment, avec très souvent au niveau local une forte proximité entre les entreprises et les politiques des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui se met en place? Comment? Ça, on viendra avec quelques exemples pour l'illustrer après. Et donc, ça demande un ensemble de compétences, de dialogue et de leadership pour être au centre. Et c'est bien un des objectifs de la formation, être capable de dialoguer avec ces différentes parties prenantes,
être capable de les comprendre, de comprendre aussi leurs propres spécificités et leurs propres contraintes, et de pouvoir évoluer entre ces différents éléments pour pouvoir mener à bien un projet. Et enfin, le troisième point, il est évident, il est d'un point de vue également philosophique et moral. L'idée, c'est que c'est un enjeu aujourd'hui juste crucial pour notre société. Et participer à ce master, c'est le meilleur moyen de s'outiller, de outiller un petit peu votre démarche pour supporter, amener, amplifier ce changement. Que ce soit vis-à-vis d'une organisation qui va être obligée de se positionner dans le domaine, enfin, mais qui va être obligée de se positionner sur des aspects énergétiques. On peut penser à, par exemple, certains industriels comme Lafarge, qui est dans le ciment, qui est obligé de faire une transition aujourd'hui vers ces sujets-là bas carbone, puisqu'ils leurs processus sont extrêmement énergivores, ou vis-à-vis d'entreprises du secteur de l'énergie qui, elles, développent de nouveaux services et produits justement à proposer à d'autres organisations et, comme des entreprises ou des collectivités. L'idée, c'est également de bien comprendre, et ça, on va y revenir dans le programme, des enjeux sociaux, économiques qui sont aujourd'hui fondateurs et structurants pour un nouveau type de société. Et d'être quelque part ambassadeur vis-à-vis de ces enjeux-là pour les porter plus loin. Pour aligner un petit peu votre engagement, effectivement, mais professionnel et personnel. Alors, oui. Alors, quelques mots maintenant sur la partie pédagogique, à la fois sur la partie approche, la façon dont on va délivrer cette pédagogie, et puis aussi un petit peu sur l'équipe, parce que c'est intéressant d'avoir un coup d'œil à ça. Donc, l'idée, c'est que on va surtout travailler sur de la mise en pratique. Hein, on ne va pas se retrouver avec des cours magistraux à l'ancienne en amphithéâtre. Hein, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On va se baser sur le fait que les gens qui vont suivre cette formation sont pas des bleus. Ils ont déjà suivi des années d'études. Ils savent comment est-ce que ça fonctionne. Ils disposent, pour certains d'entre eux, pour tous, on l'espère, en tout cas d'un bagage suffisant là-dessus. Donc, il y aura des ingénieurs, il y aura des juristes, il y aura des économistes. Et donc, du coup, on va tous les faire travailler. Vous allez tous travailler les uns avec les autres. Vous allez mettre à profit les compétences et les connaissances que vous avez déjà dans ce domaine-là pour dialoguer. Il va y avoir énormément de dialogue. L'idée, c'est de travailler vraiment dans les deux sens. C'est pas du tout asymétrique comme ça pouvait peut-être l'être avant en fonction des formations que vous avez pu suivre. Et donc, l'idée, c'est que les intervenants vont vous questionner, ils vont peut-être vous mettre un peu en défaut de temps en temps, ils vont peut-être un peu vous provoquer. L'idée, c'est d'arriver vraiment à créer la réflexion, à créer le débat, à un petit peu débrouiller aussi un certain nombre comment est-ce qu'on pourrait dire, j'ai pas le mot, enfin, de mauvaises idées à propos de problématiques énergétiques. Typiquement, les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire lorsqu'on veut traiter le problème de la transition énergétique? Alors, je spoil un peu, mais c'est pas le réseau électrique. Hein, voilà. J'arrête mon spoil. Tout ça pour dire que ça va être interactif, ça va être très pratique. On va aussi bénéficier du fait d'avoir un groupe relativement réduit et on va se baser sur les compétences des gens. Et du coup, une liste, alors pas extensible, hein, pas extensive, on a l'essentiel, en tout cas, vous voyez les profils des gens qui vont intervenir dans le cadre de ce master. Donc, on a des spécialistes qui viennent à la fois du milieu académique. Hein, donc, typiquement, le cours sur les ressources fossiles, c'est quelqu'un de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles qui va venir. On a des économistes aussi qui viennent intervenir dessus. Des spécialistes des bioénergies, bon, qui ne sont pas tous listés. Hein. Donc, il y a tout un ensemble de gens qui ont l'habitude de réfléchir à ces problématiques énergétiques-là, qui ont l'habitude de proposer des solutions, qui travaillent probablement, enfin même plus que probablement, en pointe sur un certain nombre de technologies. Et puis en même temps, en appui de ça, on a aussi des professionnels qui, eux, sont plus dans la mise en place, qui, eux, sont plus dans la commercialisation, dans l'usage. Donc on a des directeurs R&D, on a aussi des gens qui ont fait de la politique, on a des juristes. Donc c'est encore une fois, on a vraiment des profils de gens extrêmement variés, avec des compétences qui, elles aussi, sont extrêmement variées. L'idée étant vraiment de donner à chacun une vue globale de toutes les problématiques pour arriver à se faire sa propre opinion. Voilà. L'idée, c'est vraiment ça. C'est on va présenter les choses. Je vais vous me présenter juste après. Il y a un transparent sur le programme. Donc, vous verrez les différentes matières qui vont être abordées et puis les différentes problématiques qui vont être abordées dans la chronologie.
Et en fait, dans chacune de ces matières-là, eh bien, il y aura des gens qui vont venir présenter leurs solutions. Alors oui, certains les vendent, effectivement. On aura des industriels, donc ça sera aussi à vous de faire un petit peu, prendre du recul par rapport à ça et de dire, mais attends, est-ce qu'il est parfaitement désintéressé lorsqu'il me propose cette solution-là? Non, il ne l'est pas. Voilà, on peut le dire dès le départ, il ne l'est pas, mais c'est pas grave. Ça fait partie aussi des contraintes qu'on a quand on travaille dans la transition énergétique. On peut aussi avoir des gens qui viennent nous voir avec des solutions miracles. Eh ben non, ta solution, elle n'est pas miracle. Elle peut m'aider pour certains trucs, mais pas pour d'autres. Donc il y a aussi cet aspect-là, cet aspect vraiment humain, cet aspect relationnel, et puis cet aspect être capable de faire la part des choses vis-à-vis d'un enjeu et vis-à-vis de problématiques énergétiques qui sont bien identifiées. C'est vraiment ça l'objectif visé en termes de pédagogie. Alors, je vais hop, un petit encart pour présenter également nos soutiens et partenaires. Donc, à côté de cette approche pédagogique qu'a pu présenter Alexandre, ce qui est très très intéressant, c'est que très très tôt, grâce au réseau des deux écoles et au réseau des co-responsables, on a pu agréger un ensemble de partenaires et soutiens qui sont vraiment derrière le lancement de ce master, qui permettent deux choses, qui permettent d'ancrer réellement ce master sur des problématiques terrain et utile vis-à-vis de la transition énergétique. Et la deuxième chose qui, quelque part, assure et conforte la professionnalisation de ce cursus, que ce soit avec un ensemble de projets qui vont ponctuer avec différents temps forts le master et également à la suite des études pour embaucher et employer les différents étudiants du cursus. Donc, on a évidemment un ensemble de grands groupes qui sont assez emblématiques du secteur, puis d'autres entreprises un peu plus spécifiques de l'énergie, que ce soit d'ailleurs dans l'énergie électrique, dans le gaz, dans la distribution de produits spécifiques ou dans la gestion des réseaux. On a également deux autres typologies de soutien, que ce soit les acteurs publics, on en a parlé énormément, mais on a l'opportunité également de collaborer avec Aura 2E, donc Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui est le bras armé de la région sur tous les sujets énergie et environnement, et également la métropole du Grand Lyon. Et le dernier pôle de soutien, ce sont des syndicats et pôles de compétitivité qui rassemblent un ensemble, plusieurs centaines en fait, de PME et de startups innovantes sur le sujet, qui nous permettent vraiment d'être à l'état de l'art sur un ensemble de solutions qui peuvent aujourd'hui être déployées pour cette transition énergétique. Alors du point de vue de l'emploi du temps maintenant, ce que dans le domaine, c'est chez les profs, on appelle la chronopédagogie pour utiliser un mot un peu compliqué. Comment est-ce que ça va s'organiser? Eh bien l'idée c'est que tout va être mélangé dès le départ. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, comme quand on apprend la musique, se taper des années de solfège avant de pouvoir toucher un instrument. Là l'idée c'est de travailler vraiment directement sur les problématiques variées. Donc en fait il va y avoir dès le départ des aspects qui sont plus sur le côté technique, sur le côté physique de l'énergie, mais aussi sur les aspects socio-économiques. Les cours, d'ailleurs, géographiquement, vont être partagés entre le campus de l'EM et le campus de l'ECAM Lyon. Donc du coup, il va vraiment y avoir un mélange entre les deux. Ça, c'est la première chose. Donc dès le départ, vous allez tout voir. En fait, vous allez tout découvrir dès le début pour vous donner une image globale. L'idée, c'est vraiment de construire cette image globale de cette problématique de façon progressive depuis le début de la formation. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va tout reprendre à la base. Donc en gros, si vous êtes juriste, si vous êtes économiste et si vous n'avez qu'une pensée avoir une vision très partielle de l'énergie, vous inquiétez pas, on va tout reprendre depuis le début. On va commencer un peu par l'énergie pour les nuls, sans que ce soit péjoratif. Et on va tout reprendre. Et du coup, on va tout reconstruire depuis là pour arriver à amener chacun au niveau nécessaire pour arriver à comprendre ces enjeux. Donc évidemment, les gens qui n'ont pas nécessairement une formation scientifique, ils vont peut-être un peu plus se focaliser sur les aspects techniques, mais en même temps, ceux qui ont une formation technique, eh bien, tout ce qui est enjeux socio-économiques ou tout ce qui est lié par exemple au module Transforming Early Makers de l'EM, ils vont y plus se concentrer là-dessus. Donc du coup, c'est vraiment l'idée, c'est d'arriver à répartir en fonction des besoins de chacun pour arriver globalement tout le monde à peu près au même niveau à la fin, alors au même niveau de compréhension des enjeux particuliers de cette transition énergétique. Et puis on a aussi intégré dans ce programme quelque chose qui peut être très intéressant pour vous, qui est une certification bilan carbone, donc qui est assurée par une association spécialisée là-dedans. Et du coup, en plus de ce diplôme-là, vous serez certifié bilan carbone, donc vous aurez la possibilité de gérer ce type de choses dans les structures dans lesquelles vous allez travailler après. Ça, c'est inclus dans la formation.
Est-ce que je passe peut-être? Ouais, bah, je vais attaquer à gauche, du coup, comme on avait prévu. Un petit peu plus en détail, en tout cas sur la partie, donc je me concentre sur la partie de gauche qui est la partie technologique. Donc, comme je vous disais, il y a un premier module qui s'appelle Enjeux technologiques de la transition énergétique. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire la produire? Qu'est-ce que ça veut dire la transporter? Qu'est-ce que ça veut dire la stocker? Donc, il y a pas mal de. C'est des problématiques très fondamentales, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué d'arriver à comprendre, ne serait-ce que la raison de la transition énergétique si on n'a pas compris ça. Et puis dans cette partie aussi enjeux technologiques, bah, il y a aussi la technologie au sens financier, c'est-à-dire qu'il va aussi y avoir une partie du cours qui va être dédiée aux problématiques économiques et financières de l'énergie, parce qu'une machine, aussi performante soit-elle, ne sert absolument à rien si elle n'est pas rentable. Donc il faut arriver à mettre ça dans un cadre économique. Donc vous aurez des spécialistes qui vont venir vous expliquer comment est-ce qu'on dimensionne du point de vue financier un projet énergétique avec les problèmes de financement, avec les problèmes de subvention, les contextes, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une vue un peu globale pour avoir en gros les bases de l'énergie. Et puis une fois qu'on a vu les bases de l'énergie, il y a un deuxième module qui s'appelle technologie énergétique et qui lui pour le coup va détailler un petit peu plein de solutions différentes, pas toutes parce qu'on n'aura malheureusement pas assez de temps, mais je pense que ça va quand même donner une vision assez large du paysage énergétique. Donc avec, pour ce qui concerne évidemment l'électricité, parce qu'on va en parler, forcément, les ressources dites renouvelables, les ressources qui ne le sont pas. On ne va pas parler que d'électricité, on va aussi parler de l'utilisation de la géothermie, par exemple, pour le chauffage. Et puis, on va parler aussi des transports d'énergie, alors via les gaz verts, via l'hydrogène, la méthanisation, les problématiques de stockage d'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à vous donner une vision globale de tout ça. Et cette vision, elle va être donnée par des spécialistes de chaque secteur. C'est-à-dire qu'on va avoir un spécialiste de l'éolien et du solaire qui travaille dans une entreprise qui installe des centrales éoliennes, donc il va venir parler de son métier, parler de sa technologie, parler du contexte dans lequel il doit travailler. On aura des gens qui vont faire la même chose pour l'hydroélectricité, pour le nucléaire, pour des gens qui font de la méthanisation, les gens qui font du transport d'hydrogène. Enfin, il va y avoir plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est de vous donner une espèce de vision de toutes ces problématiques-là, énergétiques et technologiques. Et c'était exactement dans ce cas-là que je vous disais, ils vont vous vendre leur truc. Mais en fait, c'est logique. Sans déflorer la suite de l'histoire, il est très probable que le prof d'éolien n'ait pas exactement le même discours que le prof de nucléaire. Et du coup, bah, ça sera quelque part à vous de faire la part des choses entre ça, et puis arriver à vous faire une position là-dessus, à vous positionner par rapport à ces débats-là. Est-ce qu'ils sont vraiment pertinents? Est-ce que c'est vraiment les questions qu'on doit se poser? L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un vrai bouillonnement intellectuel et qu'on puisse échanger à ce propos. Donc ça, c'est ce qui correspond aux deux parties sur le premier semestre, en tout cas pour la partie ECAM. Je vais aller un peu vite pour les autres. Je pense qu'à la limite, si vous aurez des questions, on le développera à la suite. Moi, je vais très très rapidement, effectivement, vous parler des enjeux socio-économiques de la transition énergétique, comme l'a très bien dit Alexandre, c'est de donner le pendant d'une transition qui n'est pas que technique. Il y a d'autres dimensions. Vous aurez un des principaux économistes de l'énergie qui interviendra en France, qui interviendra sur le sujet pour parler des stratégies politiques, énergétiques et cadres économiques de l'énergie dans différents pays et sur différents territoires. Vous aurez un urbaniste sociologue de l'énergie qui vous parlera aussi de ces dimensions-là, que l'énergie a énormément d'enjeux au niveau de son usage en fonction de la typologie des acteurs qui prennent en charge. Vous aurez également une juriste de l'énergie, avocate spécialisée au barreau de Paris sur les aspects réglementaires. Et enfin, vous aurez la dimension politique de la transition énergétique avec une ancienne députée qui vous parlera effectivement des aspects de négociation, que ce soit pour des projets de loi ou que ce soit au niveau de la COP 21, mais dans la délégation dans laquelle elle a fait partie. Sur le deuxième point, c'est les stratégies carbone et d'adaptation au changement climatique, où là, on se posera la question, quels sont les risques climatiques? On se posera mes deux questions. Quels sont tout à la fois les risques climatiques dans une chaîne de valeur donnée qu'une entreprise encourt aujourd'hui une perspective de changement climatique qui évolue énormément, soit au niveau de forte chaleur ou au niveau même de forte inondation, etc. etc. Et l'autre versant, c'est quel est l'impact de l'entreprise vis-à-vis du changement climatique, donc typiquement ces émissions de gaz à effet de serre, qui permettra en fait de faire un diagnostic, un audit carbone de son activité et de mettre en place des stratégies de neutralité associées pour transiter vers une activité bas carbone.
Le premier semestre sera aussi l'occasion de développer certaines autres compétences, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle l'efficacité du manager. Donc là, ça vous préparera notamment aux missions terrain et à l'organisation et à la gestion des missions terrain concrètes que vous aurez au second semestre. Vous aurez un autre volet plus présentation d'enjeux, comme la première brique, mais qu'a présenté Alexandre, sur les aspects d'innovation et géopolitique de l'énergie, comment les deux sont un petit peu imbriqués, comment finalement certains enjeux géopolitiques liés à l'énergie, aux énergies fossiles se retrouvent, pas exactement les mêmes, se transforment, mais il y a encore énormément d'enjeux géopolitiques, mais dans le monde de demain. Et enfin, très brièvement abordé par Alexandre, un des grands programmes phares de l'UM Lyon, c'est Transforming Early Makers, qui permet sur tout le long du semestre de travailler sur des cas concrets de modèles innovants, de rupture, typiquement en mode startup, entrepreneur. Vous allez avoir tout à la fois des masterclass sur des sujets spécifiques en design thinking, en management de projet, en marketing, en finance, etc., que vous allez appliquer directement sur des équipes pluridisciplinaires et sur différents sujets pour lancer différents modèles innovants. Alors, un petit point de vue maintenant sur le second semestre, comment est-ce que ça va s'organiser? Donc, comme je vous disais, le premier semestre, c'était vraiment la présentation des aspects fondamentaux, donc les aspects fondamentaux de l'énergie, puis différentes choses comme ça. On passe sur du plus appliqué à partir du second semestre. Donc là, comme vous pouvez le voir, toujours pareil, c'est un programme qui est réparti de façon équitable entre les Lyon et l'UM Lyon. On va aller sur des choses qui sont un petit peu plus appliquées, un poil plus pratiques, mais surtout qui vont sortir du cadre de la transition énergétique au point de vue orthodoxe. Donc là, on sort vraiment de l'aspect transition énergétique au sens classique. On sort un petit peu de ça. Donc, je prends deux exemples, mais je reviendrai dessus parce que ça fera partie des transparents qui suivent. Il y a un module qui va s'appeler Lean Green. Donc, l'idée, c'est d'arriver à appliquer la philosophie du Lean Management aux problèmes spécifiques de l'énergie. Donc, ça, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'autres formations qui vous proposent ça. C'est vraiment fait sur mesure pour cette formation-là. Et puis, il y a un autre module aussi qui élargit le point de vue par rapport à la transition énergétique qui s'appelle Sustainable Design et qui, du coup, là, va vraiment aborder les problèmes à la racine, en quelque sorte, à la source, c'est-à-dire les problèmes éco-conception, recyclage, économie circulaire. Il va y avoir une partie de ce module-là qui va être aussi dédiée aux impacts énergétiques et environnementaux des usages numériques, parce que ça aussi, ça pèse effectivement très lourd, et pas seulement en termes de consommation, aussi en termes de conséquences sur la consommation de ressources rares, sur les déchets, ce genre de choses. Donc, il y a un point de vue qu'on élargit véritablement le point de vue. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'au premier semestre, on vous donne les outils fondamentaux, et puis au second semestre, on vous présente le contexte global pour que vous voyez comment utiliser ces outils conceptuels pour arriver à comprendre comment les choses fonctionnent. Et puis, c'est aussi sur ce semestre-là qu'il va y avoir la partie mission terrain. Donc, du coup, ça veut dire que par groupe, vous allez travailler sur un certain nombre de problématiques qui sont liées à des entreprises, qui sont liées à des administrations. Et du coup, il va y avoir des vrais projets concrets avec des équipes qu'on va vouloir pluridisciplinaires, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus efficace si dans le même groupe, on a un ou une juriste, un ou une ingénieur, un ou une économiste, etc., en fonction du problème qu'on va traiter. Et du coup, ça vous permettra vraiment d'arriver à appréhender sur le terrain quelles sont les vraies problématiques liées à la transition énergétique, à sa mise en place en pratique. Donc là, c'est vraiment, on laisse de côté pour un moment les discussions philosophiques et les débats d'idées, et on met vraiment les mains dans le cambouis pour dire, voilà, comment est-ce qu'on résout vraiment le problème dans le cadre économique qui est fixé, dans le cadre réglementaire qui est fixé. C'est vraiment une mise en pratique qui évidemment sera progressive, mais qui vous permettra de véritablement appréhender ce que pourra être la transition énergétique plus tard quand vous aurez vraiment à la gérer sur le terrain. Et donc, du coup, sur le Lean Green, comme je vous disais, en tout cas sur les modules qui sont liés à ça. Donc, le Lean Green, c'est. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le Lean Management parce que je pense qu'au bout de 15 secondes, je vais perdre toute la crédibilité que j'avais péniblement réussi à gratter depuis le début de l'exposé. L'idée, c'est d'arriver à appliquer la philosophie du Lean Management. Donc, ça veut dire on pourrait presque dire que c'est une philosophie de sobriété. On fait exactement ce dont on a besoin. Alors, vous me corrigez, je vois que Samy, donc c'est bon, je crois que je n'ai pas dit de bêtises, j'aurais peut-être validé mon module de Lean Management. L'idée, c'est vraiment d'arriver à jouer sur la sobriété, on applique exactement ce dont on a besoin, on n'applique pas forcément plus. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement en phase avec les problématiques de la transition énergétique. Pour être très, très honnête, cette transition énergétique, elle ne se fera pas sans qu'on revoie de fond en comble nos modes de vie. Je n'utilise pas ce mot-là à la légère, hein. C'est vraiment un problème de mode de vie. Il va falloir qu'on repense la façon dont on vit, dont on consomme l'énergie. Et du coup, comment est-ce qu'on transpose ces problématiques-là dans un cadre organisationnel, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une administration? Eh bien, le module Lean Green va essayer justement de vous présenter comment est-ce qu'on peut utiliser cette philosophie du Lean Management pour arriver à faire ça en pratique dans des organisations
de structures variées. Il y a un module aussi qui est dédié à la gestion des grands projets. Parce qu'évidemment, qui dit projet énergétique dit parfois grand projet. On peut arriver à se retrouver avec des projets qu'on pourrait assez facilement qualifier de véritables usines à gaz, tant elles font appel à des intervenants différents, à des modes de fonctionnement différents, des structures différentes. Donc là, l'idée de ce module-là, c'est vraiment d'arriver à vous former à ça. Comment est-ce qu'on arrive à se synchroniser? Comment est-ce qu'on arrive à s'organiser dans le cadre de tels projets comme ça qui sont un peu grands avec des structures assez larges. Donc ça progressivement, on va aller vers des structures qui sont de plus en plus petites, mais il y a encore quand même dans le domaine de l'énergie, et il y aura encore dans le domaine de l'énergie dans le futur, de grands projets avec de grosses infrastructures, et ça nécessite évidemment des outils conceptuels et des outils d'organisation un peu différents. Et ce module, il est vraiment dédié à ça. Très rapidement, ce qu'on souhaite mais proposer en parallèle de ces différentes approches qui vraiment se fondent sur l'expertise pédagogique de l'ECAM, c'est du côté de l'EM Lyon d'avoir également la capacité de proposer des méthodes et outils du conseil qui sont liés mais notamment justement aux entreprises de conseil, que ce soit mais pour le conseil stratégique ou opérationnel, et avoir un ensemble de méthodologies qui peuvent être appliquées à différents cas. Si vous souhaitez, mais par exemple, travailler demain, mais dans quelques grands cabinets de conseil, que ce soit des grands cabinets comme Accenture ou McKinsey, ou des cabinets plus spécialisés au niveau de l'énergie, il y a un ensemble d'outils que vous devez prendre en main pour faire brosser un portrait d'une situation et être capable d'émettre un certain nombre de recommandations, de plans d'action, et sur la partie opérationnelle, de mettre en œuvre ce plan d'action, de le suivre et de pouvoir reboucler de cette façon. Donc ce module conseil, il a deux versants. Il est à la fois porté sur certains aspects, sur une méthodologie qui est standard, et il est très appliqué avec un ensemble d'intervenants qui, dans les cabinets de conseil spécialisés qui ont bonne presse sur la place, eh bien, vont venir intervenir pour montrer un petit peu ce qu'ils font au quotidien, et qui vont vous permettre un petit peu de contextualiser ça. Et enfin, les outils qui sont présentés ici peuvent être directement appliqués aux missions terrain qui sont faites en parallèle. Le deuxième point, moi je vais m'occuper de la partie de gauche, c'est que durant le second semestre, vous aurez l'occasion de faire un voyage d'études où l'idée effectivement est de pouvoir envoyer la promotion dans un autre pays, de pouvoir découvrir un contexte différent sur un écosystème local, évidemment sur les aspects de transition énergétique, de production ONR, d'efficacité énergétique, et de travailler sur le terrain sur ces différents sujets avec des acteurs publics, privés, et sans doute des ONG. Je parle d'ONG également, vu qu'on est en discussion aujourd'hui pour le montage de ce Learning Trip au Sénégal, à Dakar plus précisément, pour avoir l'opportunité de comprendre au-delà de l'aspect transition, l'aspect énergie, comment il se déploie dans un pays en développement. Et donc, c'est une autre dimension, mais qui est explorée avec les mêmes briques de base qui sont finalement présentées au second semestre et qui permettent d'illustrer d'autres éléments. Et un autre cours aura lieu, lui, plus à la fin du semestre, qui est énergie et technologie du numérique. Un cours extrêmement important pour savoir vis-à-vis de les différents outils numériques qui existent aujourd'hui, le digital et la gestion des données, la captation des données. Eh bien, qu'est-ce qui est possible de mettre en œuvre avec ça en termes de services à proposer, que ce soit pour optimiser l'efficacité énergétique ou que ce soit pour finalement mobiliser différents acteurs autour d'outils de plateforme. Donc, c'est vraiment tout à la fois une présentation de certains outils techniques et surtout une entrée en matière très concrète d'un changement de paradigme et d'une approche globale qui vise à savoir comment on peut utiliser les données au service de la transition énergétique.
Alors, en quelques mots sur la partie droite du même transparent, j'en ai un petit peu parlé avant, le module qui s'appelle Sustainable Design et lui, son objectif, c'est de sortir un tout petit peu du cadre de la transition énergétique et de rentrer dans celui de la transition écologique. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème de consommation d'énergie, c'est aussi un problème de comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on gère nos déchets, comment est-ce qu'on gère la conception de nos nouveaux produits, comment est-ce qu'on peut arriver à les faire moins impactants sur le milieu naturel. Et donc, ce cours, il est vraiment dédié à ça. Donc, c'est pareil, il y aura plein d'intervenants différents qui travaillent dans le domaine de l'économie circulaire, ce genre de choses, de le recyclage. Et donc, du coup, ça va vous permettre aussi d'élargir le point de vue, puis quelque part aussi de découvrir des problématiques qui n'étaient pas nécessairement présentées avant, mais qui sont extrêmement intéressantes. Le problème de l'éco-conception, c'est vraiment un problème absolument fascinant. Comment est-ce qu'on arrive à produire des objets qui nous rendent le même service, ou quasiment le même service que ceux qu'on a aujourd'hui, mais avec un impact bien moindre sur le milieu naturel. Donc là, c'est pareil, il y a un vrai enjeu. Je suis sûr que ce cours-là va être extrêmement intéressant. Mais écoutez, je crois qu'on va peut-être conclure, mais pour un premier niveau là. Ah non, excusez-moi, il y a également contenu troisième semestre. J'avais Et donc, du oublié. coup, celui-là, c'était moi qui étais noté Oui, pour le oui, c'est faire, même ça. si, voilà. Alors, heureusement, tu as déjà un peu débrouillé le truc parce que tu as déjà parlé. Ah non, le learning trip, il n'y est pas. Bon, j'ai rien dit. Donc là, l'idée, c'est de, comme on le disait tout à l'heure, la transition énergétique, c'est vraiment quelque chose de local. C'est un concept qui est véritablement local. Et donc, l'idée, c'est que à la fin, alors après, ce qui correspond aux 2 semestres, il y a un troisième semestre qui peut être, par exemple, passé en Chine. Donc, c'est à Shanghai, c'est sur le campus de l'EM Lyon à Shanghai, où il va y avoir une découverte des problématiques qui sont équivalentes, mais qui sont vues du point de vue chinois, qui est, à mon avis, assez très différent d'une autre. Mais c'est une mise en perspective qui permet vraiment d'avoir une espèce de contrepoint sur ce qu'on fait nous en Europe. Et ça aussi, c'est extrêmement enrichissant. Alors, pour le coup, pour les détails d'organisation, vous verrez Xavier, parce que là, je suis en train de broder, mais à partir du peu que je connais véritablement sur le sujet. Et puis, évidemment, en même temps que ça, il va y avoir une partie un peu plus personnelle qui correspond à donc stage en entreprise et thèse professionnelle. Et donc, la thèse professionnelle, c'est vraiment le moment où vous aurez la possibilité euh, de concrétiser un travail vraiment pratique sur quelque chose qui vous intéresse. Donc, il y aura plein de problématiques qui vont être différentes, qui vont, voilà, vous pourrez choisir et vous concentrer dessus. C'est vraiment un travail perso. Et vous aurez vraiment l'occasion d'arriver à mettre en pratique sur votre sujet à vous tous les concepts et tous les outils qu'on vous a présentés dans la formation avant. Donc, c'est aussi clairement l'occasion d'enrichir ses compétences et d'enrichir ses connaissances sur un aspect particulier. Donc, Xavier, si j'ai oublié un truc, s'il te plaît, aide-moi. C'est parfait, c'est parfait. Je pense Merci, cool. on va pouvoir conclure gentiment, en tout cas, mais pour cette première partie qui a duré juste le double que ce qu'elle était prévue. Mais ce n'est pas un problème. Je pense qu'il y a différents exemples là sur les débouchés. Je vous montre simplement les slides. On pourra y revenir dans les questions s'il y en a. Le plus important, c'est de laisser quand même de l'espace vis-à-vis d'éventuelles questions. N'hésitez pas à réagir. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont déjà été posées directement sur le gestionnaire de questions-réponses. Alors oui, il y en a une, je me Ouais. permets de te couper, qui a été posée vis-à-vis du marché de l'automobile des véhicules électriques. Donc j'y ai répondu un peu comme j'ai pu entre deux transparents, donc je peux éventuellement compléter. La problématique de la mobilité électrique, évidemment, elle va apparaître. La mobilité, c'est quand même un très très gros problème du point de vue énergétique parce qu'elle repose quasi essentiellement sur des hydrocarbures, donc il va falloir passer à autre chose. Et du coup, il n'y aura pas de cours dédié sur les véhicules électriques. Par contre, cette problématique des véhicules électriques, elle va apparaître dans différents cours. Il y a notamment une intervention de quelqu'un de la Compagnie nationale du Rhône, donc c'est une entreprise qui est très fortement impliquée dans la gestion, dans la production d'électricité à destination des véhicules électriques. Donc toute cette thématique de véhicules électriques va aussi être abordée. Et puis on en parlera aussi dans le cadre d'un cours qui va se dédier au stockage d'énergie, parce qu'il y aura toute une partie du stockage sur la partie électrochimique. Et on sait qu'en stockage électrochimique, le véhicule, c'est vraiment un gros problème. Et puis on réabordera ça au-delà du véhicule électrique sur la problématique du véhicule propre, notamment quand on va parler des gaz verts et de l'hydrogène, parce que c'est aussi des solutions qui peuvent être utilisées pour arriver à décarboner la mobilité. Excellent. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être vous pouvez vous permettre, alors je n'ai pas accès en partageant l'écran à la liste des participants. Vous pouvez vous permettre, je crois qu'il faut donner peut-être accès euh, à la capacité de parler. Alors, il y a une question qui est Alors, pouvez-vous revenir sur les débouchés à la sortie du master? Qui c'est qui s'y colle à ça? Ah bah c'est moi. Allez. Allez. Alors, il y a différents débouchés. Donc, je le présente après parce que ça s'affiche d'un coup. Il y a différents débouchés qui sont possibles, que ce soit encore une fois sur des organisations, des entreprises de l'énergie ou que ce soit au sein de vos propres organisations pour prendre en main ces différents enjeux. Encore une fois, par exemple, un industriel
comme Lafarge sera obligé de se positionner avec une cellule dédiée de une ou plusieurs personnes vis-à-vis de la consommation de ces sites et vis-à-vis de l'optimisation de ces processus d'un point de vue énergétique ou simplement vis-à-vis de la fourniture déjà de son énergie qui est un grand enjeu pour ce type d'acteurs. D'autres éléments, là on met quelques exemples avec la capacité d'être développeur d'affaires, c'est-à-dire avoir la capacité de comprendre les enjeux techniques et les projeter d'un point de vue économique pour développer des nouveaux produits, services innovants avec les acteurs de l'énergie. Et donc ça se base finalement sur les différentes hybridations qu'on a aujourd'hui entre les différents acteurs publics, privés, mais également au sein des acteurs de l'énergie qui sont techniques ou économiques. Le fait qu'on a des nouveaux marchés qui se développent, qu'on doit prendre en compte des nouveaux outils liés au digital, etc. Là, c'est une entreprise lyonnaise, une start-up qui s'appelle Monabi, qui est emblématique de ce sujet-là, qui, elle prend en compte la production solaire et suit la performance énergétique, donc la consommation des bâtiments, qui peut le faire tout à la fois pour des acteurs privés, mais également pour des acteurs publics, pour différents bâtiments de collectivité. Donc là, c'est savoir effectivement se positionner pour développer ces nouveaux services et les proposer à différents acteurs. Vous avez également le consultant système énergétique. Donc, ça peut être intégré au sein d'une organisation, comme une grosse organisation comme Lafarge, ou au sein d'un bureau d'études spécialisé. Donc, l'idée, c'est effectivement se poser la question par rapport à une situation donnée, un site, des processus particuliers, et bien comment on va optimiser les performances. Et donc là, je dis assurer un confort d'utilisation. Ça peut être pour les employés ou ça peut être pour différents clients. Là, je prends un exemple de EDF qui notamment travaille avec les bailleurs sociaux, où l'idée, c'est d'avoir une expertise métier pour faire un diagnostic, pour rénover en conséquence, pour mettre en place différentes solutions de production d'énergie également, production pas que électrique. Alexandre a bien appuyé à ce niveau-là, mais quand il s'agit d'habitation, on oublie trop souvent les autres dimensions, les autres vecteurs énergétiques, thermiques et gaz. Et évidemment, la gestion des parcs d'habitation. Là, c'est un très bon exemple parce que vous avez un acteur emblématique de l'énergie qui se développe vers ça, vers la notion de service, mais vous avez aussi des acteurs. Donc, les bailleurs sociaux sont des acteurs qui ont des référents, des managers en leur sein qui vont être capables de discuter avec EDF et qui vont aussi faire le dialogue avec les besoins des différents locataires, qui vont prendre en compte aussi différents types de financement public et finalement évoluer sur des projets d'innovation. Il faut savoir que les bailleurs sociaux, ça je le sais à titre personnel, sont très très intéressés par toutes les nouvelles startups qui se développent. Et donc finalement, du côté de EDF ou du côté des bailleurs sociaux, vous avez cette dimension de gestion un petit peu innovante de projets hybrides. Et un autre exemple, c'est le chef de projet énergétique. Donc là, on se positionne à la maille d'un territoire, où là, on va porter un projet dans un territoire où on va mettre ensemble absolument toutes les dimensions. Là, je prends un exemple, développement d'installations photovoltaïques avec les agriculteurs et les communautés énergétiques locales, où vous allez avoir la mairie, vous allez avoir des collectifs citoyens, vous allez avoir des agriculteurs où on va installer les champs, vous allez avoir différents acteurs historiques, bancaires qui vont investir dans les champs. Vous allez voir peut-être d'autres industriels qui vont utiliser cette énergie, etc., etc. Pour monter aujourd'hui des projets viables dans la transition énergétique, on est obligé de passer sur ces croisements-là. Un autre exemple, celui de Engie, la Zéro Émission Vallée, qui est un projet et un des plus gros projets aujourd'hui dans l'hydrogène en France et en Europe, où il s'agit de faire du stockage d'hydrogène en lien avec la mobilité. Là, vous avez carrément une co-entreprise entre Engie et la région via Aura 2E, je vous en ai parlé précédemment, qui installe tout un réseau, tout à la fois, mais la dimension un réseau d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène et un réseau de bornes de recharge. Et donc là, vous aurez
si vous voulez de l'hydrogène vert, vous aurez donc vous poserez la question aussi de la production ENR à un endroit donné, la question du stockage hydrogène avec déjà mes deux acteurs publics-privés. Vous aurez la dimension mobilité avec des bornes de recharge de Engie, mais qui sont en lien avec forcément les politiques de mobilité de différentes collectivités comme le Grand Lyon. Voilà. Et donc, porter ces sujets-là, c'est absolument passionnant. Enfin, c'est des choses que je côtoie aussi, qui sont absolument incroyables, mais qui demandent quand même un niveau de transversalité assez inédit. Et c'est pour ça qu'on propose cette formation. Voilà, je pense que si vous voulez encore d'autres exemples, je pense qu'on pourra en trouver. Je ne sais pas si déjà c'est un premier niveau de réponse. Alors, on peut peut-être passer à la question d'après, si tu veux, parce qu'on en a Ah oui, quelques-unes. Oh là là, ça y est, on commence à avoir une avalanche. Alors, je prends la prochaine. Donc, la prochaine question, c'est les réflexions autour de la décroissance seront-elles abordées? Alors, il y a probablement autant de définitions différentes du mot décroissance que de gens qui y réfléchissent. Donc, c'est un mot, ce que certains appellent un mot obus, c'est surtout un mot valise. Il n'y a pas de cours spécifiquement dédié à la problématique de la décroissance. Il n'y a pas un cours qui s'appelle décroissance, en tout cas pas encore, ou alors je ne suis pas au courant, mais normalement non. Par contre, on ne peut pas ne pas traiter cet aspect-là. C'est absolument inenvisageable dans une formation sur la transition énergétique de ne pas, alors là pour le coup, je vais définir le sens dans lequel j'entends décroissance, au sens strictement, on va dire, physique de la consommation d'énergie. On ne pourra pas ne pas décroître notre consommation d'énergie, ça me paraît absolument inévitable. Et il y a très peu de gens crédibles sur le sujet qui vous diront le contraire. Donc ça va forcément apparaître dans les discussions. Probablement que ça sera abordé de manière différente en fonction des acteurs qui sont impliqués dans tel ou tel aspect de la transition énergétique, mais on en parlera, ça sera en filigrane, ça sera probablement entre les lignes de beaucoup d'interventions, y compris de gens qui travaillent pour des entreprises et pour qui c'est parfois difficile d'aborder le concept de décroissance, parce qu'évidemment, du point de vue comptable, décroissance, c'est toujours un peu difficile à vendre. Donc, quelque part, il n'y a pas de module dédié à ça. C'est très complexe. Je pense que c'est un sujet, ça serait presque une formation à part entière là-dessus. Par contre, ça va être abordé dans les sujets. On va en discuter, c'est certain. C'est quelque chose qui va tourner comme une espèce de spectre autour de ça, parce qu'on peut vraiment pas passer à côté, clairement. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que en amont de pas mal de cours, en amont de pas mal de formations, il va aussi y avoir des documents. On va vous demander de réfléchir un peu là-dessus. Vous aurez aussi la possibilité de vous-même de proposer vos propres sujets. Hein. Ça serait extrêmement intéressant que quelqu'un ait une thèse professionnelle qui réfléchisse un peu à un aspect spécifique de ce problématique de décroissance. Donc oui, ça apparaîtra parce que on ne serait pas crédible si ça n'apparaît pas. Par contre, on n'abordera que certains aspects de la décroissance et on ne pourra pas en aborder d'autres. En tout cas, pas à ma connaissance. Après, Xavier, tu pourras peut-être compléter s'il Ouais, faut. ouais, j'ai des éléments. Ouais. Mais du point de vue économique, c'est sûr que de toute façon, il va y avoir du point de vue économique, du point de vue technique, du point de vue consommation énergétique, on en parlera. Donc, c'est quelque chose qui ressortira. Est-ce que plus tard, ça fera l'objet d'un enseignement à part? C'est une question à se poser. Je pense que c'est vraiment une question intéressante. Je ne sais pas, Xavier, si tu voulais compléter ça sur l'aspect Ouais, décroissance. parce que c'est des sujets. Alors, moi, je suis à titre personnel enseignant sur ces aspects stratégie carbone et adaptation au changement climatique. C'est un sujet qui revient très, très souvent, tout le temps. Enfin, au moins une fois. De la même manière qu'a dit Alexandre, la décroissance en elle-même, la transition énergétique, je ne pense pas que ça existe. Il y a des transitions et il y a des possibles décroissances. Forcément, effectivement, dans ces aspects de sobriété, on va être obligé de décroître sur certains éléments. Forcément, quand vous êtes une entreprise et quand vous faites une redirection vis-à-vis d'une stratégie de neutralité carbone donnée, vous allez être obligé de fermer certaines activités, de les décroître. Notamment celles qui sont dépendantes aux énergies fossiles. Celles qui sont dans un contexte donné où il y a un intérêt, par exemple, de déploiement de panneaux solaires ou de biométhane, vous allez être obligé de les croître. Donc finalement, l'un dans l'autre, vous pouvez imaginer peut-être une décroissance du paramètre, par exemple, émission de bilan carbone. Déjà, il faut décroissance de quoi donc ce paramètre-là, effectivement, il faut qu'il décroît. Et après, en fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui va décroître? Qu'est-ce qui va être obligé de aussi être le pendant augmenté? Et ça va dépendre de différentes choses. Il y a certaines activités économiques qui vont décroître, d'autres qui vont augmenter. Il y a certains paramètres physiques d'émissions qui vont décroître. On espère tous. Ça dépendra du contexte sur une certaine période. Et donc, c'est cette perspective-là qu'il faut avoir en tête. Mais encore une fois, à la limite, mais pour conclure, voilà, aujourd'hui et demain, les entreprises vont être obligées de se poser la question de comment se désengager de certains actifs, de certaines choses. Et ce désengagement-là, cette dépréciation,
forcément, elle amène à une forme de décroissance économique. Mais au global, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres éléments qui ne vont pas être obligés de prendre le pas, simplement pour faire cette transition de manière effective. Alors, on liste les questions suivantes. Celle-là, je pense, elle est pour toi, Xavier. Pouvez-vous Oui. revenir sur la certification bilan carbone, utilité, reconnaissance, durée, réglementation? Utilité, reconnaissance, durée, réglementation. Alors, ce qui se passe, c'est que la certification bilan. Alors, ce qui se passe, c'est que nous allons aborder les enjeux d'audit carbone dans ce cours, mais de manière forcément partielle, parce que c'est un champ qui est quand même assez énorme. Et puis, on parle également de quantification du risque climatique dans ce cours, avec différents intervenants aussi experts des sujets. Ce qui se passe, c'est qu'à la suite, eh bien, on va. Alors, en fait, le planning est un peu malheureux là, mais les deux se chevauchent et après, c'est la certification de mes bilans carbone qui prend le pas. Nous allons avoir proposé aux étudiants, grâce à l'association bilan carbone, ABC, et l'Institut bilan carbone, qui sont les instituts de formation qui sont en charge de délivrer les licences d'utilisation des bilans carbone en France. Avec le label de l'ADEME, l'outil standardisé et légal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ça, vous aurez droit d'utiliser dans l'entreprise dans laquelle vous serez embauché, c'est assez adossé à une personne morale, vous aurez le droit d'utiliser cet outil pour faire un audit au sein de cette entreprise. Ça sera un premier niveau. C'est-à-dire qu'à la suite de ça sera tout à fait professionnalisant et vous pourrez très bien dire que vous avez légalement le droit de faire un véritable bilan carbone qui a une véritable valeur pour l'entreprise dans laquelle vous serez embauché. Il y a un autre niveau qui est accessible, mais qui ne sera pas proposé là, parce que c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant, mais qui demanderait encore un peu de temps, mais qui vous sera accessible si vous le souhaitez l'explorer à un titre personnel. Vous aurez, vous, le premier niveau. Le deuxième niveau, eh bien, c'est être capable finalement de faire de bilan carbone pour n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire à titre de consultant indépendant et de vendre, entre guillemets, cette prestation si vous partez, si vous souhaitez lancer votre entreprise dans le domaine. Ça sera un petit peu à votre guise. Voilà. Alors, je lis la question suivante et puis on va voir comment est-ce qu'on va la traiter parce que je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse pour ça. Donc, beaucoup d'amis ayant fait une formation d'ingénieur en énergie et transition énergétique dans des écoles comme l'IFP m'ont alerté sur la difficulté de trouver un emploi dans ce domaine où on privilégie d'abord des personnes venant d'une formation d'ingénieur de grande école, couplée avec un master spécialisé. Venant d'une formation universitaire de physique fondamentale, je me pose des questions sur mon employabilité dans le cas où j'intègre ce master. Donc, moi, je pas spécialiste du truc, mais j'aurais tendance à penser que l'employabilité, elle est aussi en grande partie dépendante de la structure dans laquelle vous évoluez. Il est évident que dans les grandes structures, en tout cas c'est ce que j'avais constaté il y a quelques années, parce que moi j'ai pas fait une grande école, donc j'étais un peu pas forcément du bon côté de la barrière de ce point de vue-là. Dans les grandes structures, il y a un poids de la tradition vis-à-vis des embauches de grande école qui est beaucoup plus marqué que dans des structures de taille différentes. Et je prends un exemple tout bête, il y a un des intervenants, même plusieurs d'ailleurs, parce que Xavier, tu n'as pas fait de la physique fondamentale, toi, à une époque? Oui, C'est pas ça que tu avais fait? Ouais, c'est c'est ça. Voilà, bon, voilà. Et du coup, on a par exemple notre prof de solaire et éolien qui maintenant gère des projets d'ingénierie dans ce domaine-là. Il a aussi fait une thèse de physique fondamentale. Donc, je ne crois pas du tout que ce soit une tare. À mon avis, c'est même vachement intéressant parce que du coup, ça donne vraiment un point de vue qui est extrêmement, on va dire, complet. Il y a vraiment une perspective qui est super intéressante. Donc, évidemment, alors pas de bol, je ne suis pas employeur. Hein, sinon, évidemment, je n'aurais pas ce genre de blocage. Il y a probablement des traditions dans certaines grosses structures avec une tradition un peu ancienne. Je ne crois pas que ce soit le cas pour les structures plus petites. Moi, je suis convaincu dans des structures plus petites ou dans des organisations, des choses un peu plus institutionnelles. Je ne suis pas convaincu que ce poids soit si fort que ça. À mon avis, c'est beaucoup plus lié comment est-ce qu'on pourrait dire, à la pertinence du projet et puis à la façon dont on le vend et à la façon dont on s'inscrit là-dedans. Il va aussi y avoir clairement, cette formation-là, elle vous donne accès à un réseau. C'est-à-dire que quand on a fait une formation en physique fondamentale, on n'a pas nécessairement le contact avec ce réseau d'acteurs-là. Là, le réseau d'acteurs, vous allez l'avoir, vous allez rencontrer des industriels, vous allez rencontrer des politiques, vous allez rencontrer des tas de gens comme ça. Et du coup, quelque part, c'est aussi une ouverture vers ce réseau-là qui peut vous permettre de passer au-dessus de ces barrières-là. Donc, moi, en tant que prof, je favorise toujours
formats, les formations initiales un peu diverses, parce que je trouve que ça complète vraiment les points de vue. Donc moi, je suis pour. Je ne suis pas convaincu que ce soit véritablement un frein. Alors, je ne sais pas, Xavier, si tu peux rajouter un truc là-dessus. Non, mais effectivement, parce que j'ai eu ce. J'ai fait l'INSA et puis après, j'ai fait un master recherche mécanique quantique, puis voilà, une thèse à l'avenant. C'est évidemment, d'une part, vous sécurisez le fait que vous avez ce câblage nécessaire pour comprendre les enjeux techniques et les aspects de système énergétique. Bon, ça, personne ne le remettra en cause et ce master vous permettra voilà, d'asseoir ça. Et sur l'autre aspect, après, je suis parti très très vite sur des aspects entrepreneuriaux. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est pas du tout être entrepreneur soi-même, mais aussi s'inscrire dans une perspective entrepreneuriale, d'être force de proposition, d'essayer de trouver les bons projets, commencer à dialoguer avec les gens, s'inscrire mais dans des jeunes entreprises innovantes également. C'est pas du tout, encore une fois, qu'être le cofondateur, nécessairement président d'une entreprise. On n'a pas tous les épaules et on peut très bien mais s'épanouir sans faire ça. Et pour le coup, cette notion voilà, de réseau, de force de proposition, elle est tout à la fois donnée et cultivée dans ce master, notamment avec là, c'est présent, le track Early Maker sur les missions terrain, le fort contact avec les différentes entreprises qui sont des grands groupes. Il n'y a pas que ça, il y a tout un réseau de jeunes entreprises. Allez voir un petit peu Aura Digital Solaire, allez voir un petit peu, donc ça c'est les deux, Tenerdis, où vous avez un dynamisme quand même impressionnant. Ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Et ces entreprises-là, croyez-moi qu'elles embauchent, quelle que soit la couleur et la pertinence de votre diplôme initial. Pour peu qu'il y ait vraiment de la volonté et une capacité, une volonté d'agir avec certains éléments effectivement à sécuriser. Mais c'est justement l'objet de ce master, de remettre à plat un certain nombre de connaissances. Alors, je vais lire la question suivante à haute voix, mais je pense qu'elle est pour Samy. Il était précisé que vous souhaitiez 45 étudiants pour la première édition de ce master. Cela reviendrait à combien d'élèves par école pour avoir une idée du nombre de places disponibles par école? Oui, alors l'effectif visé, c'est ce que j'indiquais pendant la présentation. L'objectif, c'est d'être autour d'une quarantaine d'apprenants. Donc, il y a effectivement dans ce cadre-là 40 places, mais qui ne sont pas découpées. Vraiment pour donner un peu plus de cadre sur ce master spécialisé, il est créé en co-accréditation entre les camions et l'EM Lyon. Donc, à la fin de votre cursus et votre master spécialisé, vous aurez un master spécialisé tamponné et accrédité à la fois par les camions et l'EM Lyon. Donc, il n'y a pas à proprement parler d'étudiants dédiés côté EM Lyon et camions. C'est un cursus que vous allez vivre à la fois sur les deux écoles. Et comme Alexandre le précisait pendant la présentation, vous allez vivre le lundi sur le campus de l'EM Lyon, le mardi sur le campus de Les Camions et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais, vous serez diplômé de Les Camions et de l'EM Lyon. C'est commun. C'est une co-accréditation. Alors du coup, je traite la question suivante. Je pense qu'elle est plutôt pour Xavier, celle-là. Je suis actuellement étudiant en… Alors par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire PGE. Je suis désolé, les gars de l'EM, hein, m'en voulez pas. Programme Grandes Écoles. Programme Grande École. Ok, merci, c'est bon. Voilà, ma crédibilité s'est évaporée. C'est pas grave, à l'EM. Et j'aimerais savoir s'il existe une passerelle. Ah non, mais ah oui, si, c'est du PGE à ce master spécialisé. Je sais que cette passerelle existe pour d'autres masters spé de l'EM. Xavier? Oui, bah là, écoutez, c'est à voir en détail. Il me semble que il n'y a absolument aucun souci en fait. Voilà, envoyez-nous un email ou faites la demande de votre côté auprès de l'administration PGE. Mais l'idée, c'est qu'il y a toujours cet enjeu de candidature, c'est-à-dire que nous, effectivement, on souhaite quand même consulter, vu que c'est un programme spécialisé, donc consulter les différents profils et un peu évaluer votre motivation. Mais sinon, le passage de l'un à l'autre ne pose en théorie aucun souci. Voilà, pour répondre simplement. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes, je pense, pour qu'on puisse en traiter quelques-unes. Donc, n'hésitez pas. Il nous reste quoi? Il nous reste à peu près 5 minutes, c'est ça, hein, Xavier? Tu me Ouais, corriges si je me ouais. trompe.
Et au-delà de ça, en attendant pour meubler, dès que vous pensez à quelques questions, on est, je crois, mais dans les détails du webinaire, ou sinon on vous donnera, on vous communiquera des adresses mail pour rester en contact si vous avez d'éventuelles autres questions. L'idée, c'est d'ouvrir le canal et que si vous avez une interrogation, vous puissiez très rapidement avoir la réponse. Et vous retrouvez, quoi qu'il en soit, pour compléter Xavier et Tédir, toutes les informations sur les 2 sites internet des 2 établissements, ECAM Lyon et EM Lyon, sur les pages master spécialisées. Sur Voilà. la page MSMTE, vous retrouverez toutes les coordonnées vous permettant d'entrer en contact avec nous. Allez, une petite question. Vous n'allez pas nous laisser comme ça, là? Ou à la limite, une question plus générale, je me risque. Si vous voulez poser une Allez, on se question, pose je des sais questions pas. entre nous. Ça, c'est un bon Voilà. concept, ça. Oui, non, Ah, mais si vous souhaitez mais discuter ou questionner Alexandre sur la collapsologie ou des choses comme ça, ou l'effondrement. oh, le coup bas, quoi. Ah, le coup bas. Ah bah merci. Travail d'équipe, hein. Comment je vais faire, moi, maintenant? Ou des sujets hyper simples comme ça. Voilà, des sujets qu'on peut très facilement traiter en 3 minutes large. Ou plus, un peu moins. On a des remerciements de la part de Jean. Donc, merci également pour votre présence Ouais. et pour votre écoute. Merci beaucoup. Et encore une fois, on reste disponible. Je crois qu'il y avait les contacts, hein, il me semble. Hein. Je vous Ouais, il me demande semble. également à Alors, l'équipe. justement, on a une question technique qui tombe, qui est plutôt une question de logistique. J'ai raté le début, je voulais savoir s'il y a un replay ou si les diapos sont accessibles. Oui, Le replay, normalement, ça le doit être replay, jouable. on est en train de le faire, oui. Et les diapos, Mm. oui, ils seront accessibles. Je ne sais pas encore les détails ouf, peut-être sur le lien. Je ne sais pas On comment. va trouver une solution. Ouais. Mm. En tout cas, pour les replays, on sera peut-être amené à les diffuser sur les chaînes YouTube des 2 établissements, ECAM Ouais, on Lyon va essayer de et faire ça. Ouais. EM Lyon. Donc, n'hésitez pas à scruter ces 2 chaînes YouTube. Bon. Bon, bah, si c'est tout. Merci à tous. Merci. On a quelques remerciements. Ouais. Donc, je remercie. Merci de votre attention. Merci de Et puis, on l'attention, espère que ça vous a intéressé. Et que voilà, il n'y a plus qu'à. Oui, et puis on puisse échanger encore une fois, au plaisir si vous avez d'autres questions ou interrogations, et puis peut-être de se retrouver mais dans les prochains mois au sein de ce master. Très bien. Bah écoutez, passez une bonne soirée. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt, nous l'espérons. Au revoir. À bientôt.